Je vais aller faire une communication qui est en fait basée sur... Alors je vous dis pourquoi. C'est suite à la proposition de Pierrot Pantelière d'intervenir qu'on a discuté et qu'on a voulu vous proposer... Pardon, j'essaie de trouver la... C'est bon là ou pas de trouver le moyen de vous montrer comment les recommandations ou les positions que Pierrot Pantelière a faites hier sont en fait prises en compte dans deux instances qui ne sont pas des acteurs publics, contrairement à ce qu'il a dit, qui sont des instances consultatives, constituées par l'État, effectivement, par des bénévoles assez qualifiés, CSRPN et CNPN, qui ont pour objectif de donner un avis sur les procédures de dérogation à la destruction d'espèces protégées. Hein. Donc c'est ce petit bilan que j'essaie de vous faire. Je le fais pour deux raisons. Bon, vous avez le plan, on va passer vite dessus. Je suis effectivement moi-même membre du CNPN, et puis président du CSRP de l'Aquitaine, et donc à ce titre, manipuler un grand nombre de dossiers, et on va essayer de faire un peu le bilan de ça. Hein. Premier constat, question, est-ce que les mammifères terrestres en France sont effectivement correctement protégés, hein? Alors qu'on soit clair, la notion de protection est obligatoire dans des conventions mondiales, ou bien par des conventions, des directives européennes. Hein. Quand je dis convention mondiale, c'est notamment le statut de l'UICN, hein, les statuts de l'UICN. Et dans ce cas-là, il est souhaitable que les espèces qui sont considérées menacées, CR, ENVU, intègrent effectivement, au titre des COP, les protections édictées pour l'état de droit des États en question, hein, dans le truc. Et puis, effectivement, des directives Habitat Faune Flore, qui truc. Dans ce contexte-là, voilà. Dans ce contexte-là, effectivement, on constate que, grosso modo, toutes les espèces, les groupes mammifères terrestres français, comparativement à ces deux critères de sélection qui sont le statut de menace UICN et deuxièmement les espèces inscrites dans les annexes directives Habitat Faune Flore, la majorité de ces espèces-là sont effectivement protégées dans l'arrêté du 23 avril 2007 qui a remplacé celui de 81 et qui est actuellement en vigueur. Donc on peut dire aujourd'hui que la France, par rapport aux nécessités, aux contraintes, aux obligations mondiales ou européennes, a effectivement rempli ses obligations. Hein. Est-ce que pour autant toutes sont protégées? À l'évidence non. Vous vous rendez compte très vite ici que notamment en ce qui concerne, pour les trucs qui nous intéressent aujourd'hui, les petits les rongeurs et les olipotifles, il y a effectivement beaucoup d'espèces qui ne sont pas protégées et qui sont même, on peut le dire, carrément sans statut. On vient de parler du ray-brasson, c'est un très bon exemple d'une espèce qui a aujourd'hui en France aucun statut. Hein. Comparativement à d'autres groupes d'espèces de vertébrés, il faut savoir que les poissons sont nettement moins protégés en France, contrairement par exemple à l'inverse amphibiens reptiles. Et puis vous le savez tous, j'espère que dans le groupe de tout ce qu'on appelle les invertébrés, il y a là effectivement pratiquement 98 ou 99% des espèces de vertébrés en France qui ne sont pas du tout protégées. Hein. Donc malgré tout, les mammifères, la France a rempli des obligations. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire un effort, on y reviendra tout à l'heure. Hein. Oui, là c'est annexe 2, annexe 4. Vous voyez que les annexe 2, annexe 4 qui obligent effectivement à prendre des textes et des précautions. Pratiquement toutes y sont, hein. Les seuls deux qui n'y sont pas sont en fait des sous-espèces. Hein. Par contre, annexe 5, qui je rappelle sont des espèces exploitables pour lesquelles les États membres doivent mettre en place des mesures de régulation des prélèvements ou de mise à mort, la France a grosso modo respecté, là aussi. Vous voyez que dès qu'on bascule sur des espèces qui ne sont pas directives, là par contre le différentiel est important puisqu'on a pratiquement 64-70 qui ne sont pas effectivement protégés. La procédure des DEP, dérogation à la destruction d'espèces protégées ou de leurs habitats, comporte 3 catégories. Ça aussi, c'est un truc à avoir en tête. Hein. Pour des programmes de recherche, c'est le point D au cas de l'article L411.2. Désormais, je suis un petit peu très terre à terre et très juridique, mais voilà. Donc, recherche, très clairement, tous les labos de recherche et autres, ou même la section naturaliste, ne demandent pas forcément des dérogations, notamment à la capture, manipulation, etc. Donc là, je vous laisse en face de votre propre responsabilité, à vous de savoir s'il faut le faire ou pas le faire et comment. Hein. Le deuxième cas de figure, c'est ce qu'on appelle les problèmes de cohabitation. Hein, c'est-à-dire que vous avez des espèces qui sont présentes dans des propriétés immobilières, hein, ou sur des infrastructures, et qui posent effectivement des problèmes parce qu'elles interfèrent avec des réseaux électriques,
par exemple, cas typique EDF, SNCF, avec des infrastructures de barrages, de ponts, etc. Et dans ce cas-là, et vous avez aussi pour les particuliers, tout ce qui est le plan climat qui a amené d'énormes importances de destruction, je pense notamment aux hirondelles, aux martinets, aux chauves-souris, etc. Et alors, dans ce cas-là, une procédure ERC, éviter-réduire, compenser, peut être appliquée. Dans le troisième cas, aménagement, construction, installation d'infrastructures, là on a des gros dossiers et ils donnent lieu à compensation. Je vous fais grâce, 39 articles, un guide, etc. Il y a eu quand même beaucoup de choses. Alors, les deux institutions, CNP et CSRPN, ne traitent pas les mêmes dossiers. Vous voyez, et puis le nombre de dossiers relatifs sur pratiquement les presque 7-8 ans dernières années, c'est les gros dossiers aménagement passent quasi exclusivement, ou très en grande majorité, en CNPN. Il faut savoir que c'est donc 350-500 dossiers par an au CNPN, et c'est entre 10 et 80 par CSRPN, sachant que, il faut l'avoir en tête, CNPN et CSRPN n'examinent que moins de 20%, pour ne pas dire moins de 10%, des dossiers traitant ou touchant des espèces protégées. Vous voyez un petit peu que le gros passe en fait avant ce qu'on appelle l'évaluation environnementale qui décide si oui ou non il faut aller jusqu'à une demande de dérogation. Donc là aussi, je pense qu'il y a peut-être un effort, en tout cas de réflexion à avoir. Qui traite de qui? Il y a deux directives, deux arrêtés, oui ça, 19 juillet 1999 et 6 janvier 2020, qui ont organisé la répartition entre CNP et CRPN. Dès que le dossier touche Décement des Pyrénées ou Grand Hamster, le dossier va systématiquement au CNPN. Dans les autres cas de figure, vous voyez qu'en hérisson, en olipotif et rongeur, on a en tout 8 espèces. Dans les autres cas de figure, le dossier passe au CRPN. Ce qui ne veut pas dire, c'est-à-dire que si le dossier comprend Décement ou Grand Hamster, mais aussi ces espèces-là, elles sont bien évidemment examinées aussi dans le contexte dossier CNPN. Ok. Premier élément, donc, 114 dossiers de CNPN et 153 dossiers de CSRPN que je me suis amusé à éplucher pour voir ce qui était dit, etc. etc. Bon. Première chose, dans les espèces de type hérisson, écureuil, elles sont quasiment citées dans tous les dossiers, en termes d'inventaire. Par contre, vous voyez tout de suite qu'en matière de cross-hop ou de campélie-amphibie, on note une diminution, mais je vais le montrer un peu plus précisément tout à l'heure, une diminution de présence dans les dossiers du CSRPN par rapport aux dossiers de CNPN. On va revenir à la fin sur qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans l'appréhension de ces dossiers-là par les bureaux d'études, qui sont majoritairement eux qui interviennent. Les techniques d'inventaire aussi questionnent énormément. Quand vous voyez que pratiquement 82%, là aussi on a une différence entre CNPN et CSRPN, 82% CSRPN, les bureaux d'études n'ont fait qu'une simple recherche à vue. Et je ne parle même pas du nombre de jours. Et très souvent, quand ils vous disent on va faire 10 journées de prospection, ils font en même temps les micro-mammifères, enfin les petits mammifères, ils font en même temps les oiseaux, ils font en même temps les insectes. Donc il y a un vrai questionnement aujourd'hui pour moi dans la qualité des inventaires et dans l'investissement des inventaires. Et je ne parlerai pas, qu'on soit clair, de la compétence des observateurs. Ok ? J'en reste simplement à du factuel qu'on peut mesurer, nombre de jours et un taux de prospection réalisé. 15% utilisent ou 9% des appareils photo en plus certains, 2%, et ceci très très récemment. Effectivement, on monte à 14% pour le CNPN, où on met des pièges à poil et puis la crotte avec analyse génétique. Cette complétude de méthode est apparue récemment, c'est-à-dire depuis 2-3 ans, à l'origine un bureau d'études, je vais essayer, un bureau d'études qui est le Grège avec Pascal Fournier, qui a heureusement fait quelques petits, mais oui, il y a une vraie question. Ensuite, une fois que l'inventaire est fait, on attribue un niveau d'enjeu à l'espèce. Est-ce que l'espèce est importante, entre guillemets, ou pas, sur une classe de 1 à 6. Vous voyez qu'en ce qui concerne le dossier enjeu et impact, CSRPN, hérisson, écureuil, c'est systématiquement plus sévère, c'est enjeu négligeable, et c'était rouge, ça serait enjeu très fort. Vous voyez que pour ces espèces-là,
c'est systématiquement enjeu faible et impact faible. Quelle que soit la taille de la surface touchée, quelle que soit l'importance de l'impact, et quel que soit le type de dossier. Hein. Donc là aussi, il y a quand même une petite interpellation. En CNPL, on voit par contre, effectivement, sur ces dossiers-là, apparaître des enjeux plus forts, et puis des niveaux d'impact plus forts. Hein. Alors ça peut être lié au fait qu'effectivement, les dossiers sont un petit peu plus lourds, ils concernent davantage de surface, ils concernent des activités hautes plus impactantes, mais, ce sera ma dernière diapo si j'y arrive, c'est de dire, il y a un problème pour moi de considération. Hein. Indépendamment de la considération qu'on attribue ou non, nous tous, à l'espèce en question, il y a aussi, parce que c'est un dossier du CNPN, il y a une meilleure approche et une meilleure prise en compte que si c'est un dossier CERPEN de la part des bureaux d'études. Donc là, il y a une petite interpellation mentale à avoir à ce niveau-là. Hein. Très rapidement, je vais faire une comparaison, vous voyez très vite, hein, notre moyenne d'enjeu entre ces dossiers CCRP ou CNPN, hérisson et écureuil, c'est à peu près pareil, mais sur le compagnon amphibie, voire sur la crossope, sur les crossops, vous voyez qu'on passe d'un facteur 10 en dossier, c'est la crossope aquatique, et pareil pour les niveaux d'impact, ils sont systématiquement plus forts. Hein. Il y avait un truc que je voulais montrer, bon, pas grave. Voilà. Alors, y a-t-il... Attendez. On enlève ça ou pas? Non, c'est bon. Y a-t-il compensation? Que normalement, on arrive après la séquence éviter, réduire, et s'il y a effectivement un impact résiduel, il y a leur compensation. Quel type de compensation est mise, oui ou non, en place? Hein? Dans la très très grande majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité des dossiers, il n'y a pas de compensation orientée espèce. Comme on peut l'avoir, comme on vous l'a présenté tout à l'heure pour le hamster, comme on peut l'avoir aussi pour des autres espèces telles que le tartane petière ou les cistudes. Là, sur les micro-mammifères, il n'y a pas de compensation orientée espèce. Généralement, on dit, comme on travaille pour les oiseaux ou pour les rhopalocères, eh ben, ça fera aussi du bien aux micro-mammes qui s'en sortiront comme ça. Hein. Deuxième niveau, c'est une compensation qui est au ratio toujours de 1 pour 1. Un hectare détruit, un hectare compensé. Oubliant complètement que si l'hectare qui est restauré, il n'est pas immédiatement fonctionnel, en claquant du doigt, je trouve un coin et ça marche tout de suite. C'est pas vrai. Il lui faut un certain temps de mise en œuvre, de restauration, de récupération de fonctionnalité, et donc, effectivement, normalement, il devrait être supérieur, ce qui n'est pas le cas. Alors, on a quelques dossiers qui vont, vous les avez cités ici, ils sont d'Europe, 1 hectare 5, 6 hectares 23, 9 hectares 86, etc. Hein. Et on a quelques ratios absolument étonnants, 15,36 hectares pour de l'écureuil, non justifié, machin, donc là aussi, on ne comprend pas très bien. Oui, je crois que j'ai pratiquement fini. Attends, j'ai copié un truc. Non, c'est bon, voilà, ça y est. Voilà. Hein. Discussion. Un constat de base. L'absence des petits et moyens mammifères, notamment l'hérault et loir. Hein. L'hérault et loir sont les deux espèces en France qui sont connues pour poser des problèmes de cohabitation dans les habitations, c'est le cas de le dire. Hein. Il n'y a pas un dossier qui en traite. Alors effectivement, elles ne sont pas protégées. Mais il y a quand même un petit quelque chose là-dessus, hein, qui nous questionne et qui pourrait aussi voir notamment autre chose, de l'hérault qui est aussi présent notamment en milieu rural, dans des haies, dans des trucs comme ça, n'est absolument pas inclus. Alors quand on détruit, et je rappelle qu'on détruit aujourd'hui en France encore 23 000 km de haies par an, hein, il y a des haies qui ont du l'hérault, je pense qu'il y a peut-être quelque chose là aussi à corriger au niveau protection et autres. Hein. Les inventaires, alors d'autres espèces, le code Musaraigne coronaire à des boissons, on en parlait, Musaraigne primée. Inventaire, il est évident que tous les inventaires techniques pratiqués aujourd'hui, tant en termes d'intensité qu'en termes de sélection de méthode, sont largement et nettoiement insuffisants. Hein. Le guide qui a été sorti par la SFM peut servir à cela. N'empêche qu'il y aura aussi la question du taux de prospection à avoir en compte hein, là-dessus. Le cas du muscardin, désolé, mais je vais pousser une norme violente. Annexe 4, depuis 1992, il n'y a même pas un ou deux dossiers par an qui le mentionnent. Hein. Alors, d'où vient l'erreur? Julie Noulian nous a présenté la carte de répartition. Je suis scandalisé, moi, en tant qu'ancien président SFEPM, qu'on n'ait pas été foutu en 10 ans, nos naturalistes, de corriger cette carte. Hein. Il y a maintenant des techniques d'inventaire qui sont là.
J'espère que l'on saura effectivement les mettre en œuvre, etc., et les remonter. Un petit aparté par rapport à ce qui a été dit hier sur Pantel, sur la communication des données. Je rappelle que toutes les SNIEF de France sont communiquées systématiquement à tous les maires de France, et que tous les bureaux d'études ont accès au dossier SNIEF. Si toutes les données naturalistes étaient présentes dans l'inventaire SNIEF, elles seraient mises à disposition automatiquement auprès des aménageurs. Hein? Et je constate, en tant que président du CRPN, qu'aujourd'hui, il y a encore une réticence énorme de la part de certaines associations ou autres à ne pas fournir leurs données naturalistes. Donc, quelque part, nous sommes fautifs. Hein? Alors après, enjeu, impact, améliorer correctement, à l'évidence, non. Hein? Il y a quelque chose à mettre en place là-dessus. Et je pense qu'on pourrait, nous, le CVPM en tout cas, avec tout le monde, proposer des grilles d'évaluation des enjeux, hein, qui effectivement tiennent compte des disparités régionales. Hein. Le statut du muscardin ou du raz des moissons n'est pas le même en Rhône-Alpes qu'en Pays de la Loire. Donc en tenant compte de ces disparités régionales, néanmoins proposer une grille d'évaluation, parce que je vois encore beaucoup trop, aujourd'hui, dans les dossiers que je traite 70-80 dossiers par an, il faut le savoir, hein, à titre bénévole. Hein. Je vois encore trop de disparités entre bureaux d'études, et même entre une même boîte qui a plusieurs antennes, dans les façons d'évaluer les dossiers en question. Hein. Nos connaissances. Hein. Et puis, dernier point, changer notre regard sur ces espèces. Hein. Je vais donner l'exemple du raz des moissons d'Occitanie. En 50 ans, 174 données pour 13 départements. Hein. Donc manifestement, il y a des petits micro-mammifères, pour nous naturalistes, ils ne sont pas tellement intéressants, on ne les note pas. Et on doit changer notre regard là-dessus, hein, pour qu'effectivement ils soient de plus en plus pris en compte, et qu'on puisse d'une part revoir leur niveau de protection, et d'autre part leur intégration dans les procédures des DEP. Voilà. Alors, 2 questions courtes. Oui, Christian. Alors, moi, je vais prendre ma casquette d'aménageur et d'ingénierie d'aménageur. C'est bien indiqué dans les cahiers des charges, lorsqu'on demande au bureau d'études, c'est de passer en revue toutes les espèces à statut qui pourraient venir influencer une étude d'impact ou l'évaluation environnementale. Donc nous, on le marque. Par contre, après, là où ça va coincer, ça va être sur le coût. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, les méthodes employées sont sans doute pas adaptées pour inventorier les différents micro-mammifères. Ce qu'on a, moi récemment, là j'ai par exemple des muscardins, des choses comme ça. On a rarement des protocoles qui nous sont indiqués pour faire des inventaires micro-mam. À part la recherche, par exemple, pour campagne amphibie. Après, on nous dit c'est trop cher. Donc ça passera pas. Alors, ça passera pas parce que l'environnement n'est pas assez considéré et pris en compte. Hein, je suis d'accord. Et après, dans le traitement, généralement, comme je l'avais indiqué lors du dernier colloque, la prise en compte des micro-mammifères dans les dossiers environnementaux, alors moi je parle pour l'ingénierie EDF, hein, hydro en plus, hein, on a quasiment sur 106 dossiers, moi j'avais étudié, en fait il n'y en a que 5 qui vont aller en CSRPN en gros, hein, parce que le reste on applique la séquence ERC et les méthodes d'évitement et de réduction permettent de limiter le plus possible. Donc voilà, moi, le constat que je peux faire, hein, c'est que soit ça coûte trop cher, soit les méthodes ne sont pas appropriées, mais il y a bien une prise en compte quand même de certains aménageurs. Je ne le pas. Je fais réponse très courte. 1.1, un guide des techniques, il est maintenant mis à disposition. Donc vous l'avez, et vous devez effectivement... Réponse 2, pour les micro-mammifères, même les techniques de capture d'observation ne permettront pas d'arriver à l'espèce, donc il faut passer par la génétique. Et je vais poser une question, moi. Les analyses génétiques quantagènes, c'est 120 €. Quand on vous présente un dossier de management qui monte à 8 millions d'euros, excusez-moi, j'ai du mal à entendre le ratio, ça coûte trop cher. Peut-être que je suis un peu sourd en le disant. Hein. Gardez vos questions.